prostituées. Et il est maintenant co-investigateur avec Don Desjarlais et 2 collègues vietnamiennes de ce projet à Haiphong Drive-In. Donc Nicolas, 10-15 minutes. Merci. Didier. À mon tour de remercier très chaleureusement le comité d'organisation, Jean-Pierre bien sûr, et toute l'équipe d'ICIA pour ce magnifique congrès, cette organisation sans faille, y compris pour les soirées inoubliables. Donc c'est un vrai plaisir bien sûr pour moi et notre équipe à travers cette présentation, de vous présenter les résultats. Donc, comme l'a dit Don, notre projet cofinancé par la NRS et le NIDA avait 2 parties, la partie RDS et une partie de suivi longitudinal, sur laquelle je vais donc vous présenter les principaux résultats et quelques perspectives, mais avant cela, revenir peut-être sur des points clés et les leçons que nous avons réellement apprises sur Haiphong après cette RDS, qui, comme l'a souligné Don, a été extrêmement efficace pour recruter des usagers actifs. Et non seulement des usagers actifs, mais des usagers actifs qui n'étaient pas engagés dans un système de soins auparavant, qui soit méthadone ou VIH, et également des personnes clés parmi les usagers, que sont les MSM qui s'injectent et les sex workers qui s'injectent, de par évidemment leur potentiel de transmission en dehors à leurs partenaires sexuels, en dehors du groupe des usagers. Le grand succès, comme l'a dit Don, de cette RDS à Haiphong était sans aucun doute, même si on n'a pas évidemment de preuves formelles scientifiques, était sans aucun doute l'implication communautaire extrêmement forte qui a commencé très très tôt par de nombreuses réunions de préparation sur comment mettre en place cette RDS. Toutes ces préparations ont eu lieu soit sur le site d'études qui était le siège de Friendship Arms ou à l'université médicale de Hanoï, mais qui à chaque fois impliquait les groupes communautaires avec de nombreuses excellentes suggestions sur la façon de mettre en place cette étude, avec des choses très pratiques comme par exemple le fait de gérer de nombreux patients qui arrivaient tous les jours, jusqu'à 50, comment éviter que plusieurs patients reviennent à des jours différents, en gros qu'on recrute le même patient plusieurs fois dans la RDS. Donc il y a des techniques qui existent de mesurer la longueur du coude, etc., de l'avant-bras, etc., et les communautaires nous ont suggéré d'utiliser un peu la technique douanière dans les aéroports d'identification par empreinte digitale qui s'est avérée extrêmement utile pendant l'étude et notamment pour la dispensation des coupons. Ils étaient aussi en charge de la réalisation, après formation évidemment, des tests urinaires qui permettaient de détecter 7 drogues différentes, et puis du counseling, de l'explication dans des conditions très chaleureuses avant et à la fin de l'arrivée dans le centre. Donc l'implication, la Didon, a été majeure. Ils étaient dans leur bureau, c'est eux qui collectaient les données, et seulement le consentement et l'administration de questionnaires ont été faits par des gens de l'université de Hanoï. Les prises de sang, évidemment, par des infirmières. Tout le reste était réalisé par ces groupes directement d'autosupport. Le dernier point qui n'est pas mentionné sur cette liste d'activités, ça a été la valorisation des résultats. Ici, Zhang, qui est la responsable de Friendship Arms, a présenté les résultats lors d'un séminaire
à l'université de Haiphong et dans un diplôme universitaire également à l'université d'Haiphong. C'est elle qui a présenté toute la partie d'implication communautaire et de réduction des risques. La RDS aussi, de façon, pour revenir beaucoup plus aux scientifiques, aux résultats chiffrés de l'étude et sur le potentiel d'intervention, nous a éclairé sur la cascade de soins en général dans la communauté. Et si on a pu, à travers les déclarations de prise d'ARV et les charges virales que nous avons effectuées, nous avons pu essayer d'estimer cette cascade de soins où en gros on partait dans la RDS de 152 personnes infectées par le VIH et en gros la moitié connaissait leur statut. Parmi eux, la grande majorité était éligible. Parmi les éligibles, plus de 80% étaient sous ARV, avec une charge virale, pour ceux qui étaient sous ARV, satisfaisante, en tout cas en dessous de 250 ou 1000, suivant le seuil que l'on choisit, mais pour à peu près 80% d'entre eux. Donc on est globalement dans les standards internationaux de l'OMS sur la prise en charge. Donc ce qu'on observe réellement, et le gap, il est clairement ici en communauté sur la nécessité de dépister et la connaissance du statut par les usagers. Alors quand on regarde un petit peu plus en détail, parce quand on a fait l'étude, le seuil de mise sous ARV était encore à 350. Donc on a fait des CD4 aux patients qui étaient infectés par le VIH et on se rend compte qu'en fait, même à cette époque, parmi les patients éligibles aux ARV, seulement la moitié d'entre eux étaient réellement sous ARV. Donc même au stade ancien, on avait encore la moitié des personnes qui globalement n'étaient pas sous ARV. Tout ça nous indique qu'à l'époque, finalement, les usagers se rendaient dans les centres VIH ou se faisaient dépister quand ils étaient symptomatiques. Et dans les centres, il y a très peu d'usagers asymptomatiques qui sont régulièrement suivis. Donc le Vietnam a, depuis le mois de juillet, adopté les dernières recommandations de l'OMS pour les groupes à risque qui sont un traitement universel. Donc toute personne usagée de drogue infectée par le VIH doit être traitée maintenant, aujourd'hui, quel que soit ses CD4 au Vietnam. Seulement, la mise en place de cette nouvelle politique en elle-même ne résoudra pas le fait qu'il faut que les patients arrivent jusqu'au centre de santé. Il faut qu'ils se fassent dépister, il faut qu'on en dépiste la plus grande partie, et une fois qu'ils se sont fait dépister, il faut qu'ils aillent, s'ils sont positifs, dans les cliniques VIH. Et on s'est rendu compte dans cette RDS aussi, à travers à la fois les études qualitatives et les entretiens, que ce n'était pas si simple. Comme l'a dit un petit peu Zhang dans son exposé introductif, où de nombreux obstacles font que ces patients dépistés positifs ne vont pas dans les centres de soins. Soit ils sont symptomatiques, ils n'en voient pas la nécessité, mais surtout quand on creuse un peu, l'absence de support et de soutien social ou familial ne permet pas de contrebalancer l'aspect administratif minimum qui persiste pour arriver dans les centres de soins VIH. Et puis des critères individuels aussi qui sont, lorsque l'on est usager, d'autant plus qu'on n'est pas substitué, une motivation faible, une estime de soi qui est faible, et aussi un manque d'informations sur où je dois me rendre et comment ça se passe pour me faire traiter. Donc à la lumière de cette RDS, on a en groupe, dans l'équipe, réfléchi sur quelle intervention on pourrait mettre en place pour réduire dans ce contexte de façon dramatique, de façon très importante, l'épidémie VIH. Donc, premièrement, il faut dépister de façon massive, et pour ça, on a vu que la RDS était un bon outil pour avoir des données épidémiologiques, mais nous permettait aussi de recruter
très rapidement et beaucoup de patients pour les dépister. Donc c'était aussi un outil de test de masse. Et puis on a soumis l'hypothèse que les groupes d'autosupport pouvaient améliorer ce lien et pouvaient aider les usagers dépistés positifs à accéder aux soins, qu'ils soient VIH+, mais aussi accès aux soins méthadone, qui sont encore plus compliqués parce qu'il faut encore plus de papiers, ne serait-ce qu'une carte d'identité. Les groupes d'autosupport assez importants et très actifs à iPhone nous permettaient de penser qu'on pourrait y arriver, mais pour cela, il fallait faire une étude pilote de faisabilité pour tester à minima cette intervention de linkage to care. Et donc, on a mené une étude longitudinale qui nous a permis aussi d'obtenir des données de base si on souhaite évaluer une intervention de plus grande ampleur. On aura besoin de données d'incidence du VIH et d'incidence HCV de base, et aussi de voir si on est capable de suivre dans le temps des usagers de drogue, ce qui n'est pas forcément évident. Pardon. Donc on a mis en place pour un plus petit nombre de patients un suivi longitudinal avec aux semaines 4, 12, 24 et 52. On n'est pas encore arrivé au bout, on a terminé le week 24, 6 mois de suivi, on fera la semaine la visite d'une année de suivi début décembre, et on s'est mis dans la situation la plus difficile. On a voulu prendre les cas, je dirais les personnes qui étaient dans des situations les plus difficiles, qui n'avaient pour l'instant aucun accès, qui n'avaient aucun contact avec des centres de santé qui soient VIH ou méthadone. Donc on a vraiment pris les patients dans la rue qui avaient besoin, en tout cas qui n'avaient pas d'accès au départ avec ces centres de santé. Ils devaient bien sûr avoir participé à la RDS. Donc on a inclus 250 participants, 50 étaient infectés par le VIH, on avait un groupe de sex workers et de MSM qui s'injectaient, et un groupe aussi d'injecteurs récents, moins de 2 ans d'injection, avec en gros un échantillon pour cette étude longitudinale qui était assez similaire à celui de la RDS, donc assez représentatif de la population. On a eu un taux de suivi, encore une fois, grâce aux efforts des communautaires, qui a été vraiment étonnamment pour nous excellent, avec à 6 mois 86% des personnes qui avaient fait leur visite de suivi à 6 mois, et des raisons de discontinuation du suivi qui étaient le décès pour 5 personnes, un patient décédé du VIH, 2 suicides, 2 overdoses. Ce sont un petit chiffre, mais rapporté en année, ça fait quand même 4% de mortalité sur un an, ce qui est beaucoup trop, très clairement. 9 personnes ont déménagé, 10 ont été emprisonnées, bref, la vie finalement, et pour lesquelles on ne peut pas faire grand-chose, mais on a perdu le contact, en gros, qu'une dizaine de participants sur les 250, ce qui était très satisfaisant. Alors, le groupe d'autosupport a travaillé a aidé, donc ce sont des données préliminaires, mais sur les 39 premières personnes qui ont été VIH prises en charge de façon approfondie, 17 nécessitaient d'être mis sous ARV, puisqu'ils étaient en dessous de 350, et 12 ont pu être enregistrés dans les centres de santé, et 11 ont pu être initiés sous ARV, donc ce qui est plutôt un résultat encourageant. Le reste étaient des personnes qui étaient toujours en déni profond de la maladie, qui étaient SDF et qu'on avait beaucoup de mal à pister, mais globalement un taux de personnes mises sous ARV qui était satisfaisant. En termes de méthadone, pour lequel l'accès est encore plus compliqué, en gros, au bout de 6 mois, on avait pu, sur 227 personnes, réussir à mettre sous méthadone la moitié des personnes. Le gros obstacle pour l'accès au méthadone est le fait d'avoir une carte d'identité. Ça paraît tout bête, mais la plupart des usagers n'ont pas de carte d'identité, soit parce qu'ils viennent d'autres provinces, soit parce qu'ils l'ont prêté pour avoir de l'argent à des gageurs, soit pour d'autres raisons. Mais ce simple fait de ne pas avoir de carte ne permet pas l'accès au traitement. En termes d'incidence du VIH, on avait
peu de personnes années. Au bout de 6 mois, c'est des données préliminaires, mais on n'a pas observé de séroconversion avec 80 personnes années de suivi, ce qui nous fait dire que l'incidence est quelque part entre 0 et 4%, donc cohérente avec ce qu'on avait aussi estimé, les 1% dont parlait Don sur les nouveaux injecteurs. En revanche, sur l'incidence HCV, là, des chiffres beaucoup plus catastrophiques, avec une incidence estimée à 32% pour 100 personnes années. Pas complètement surprenant, pas des profils de séroconverteurs très marqués, avec des pratiques à risque qui ne sont pas très très fréquentes quand on interroge les gens, mais quand même sur les sites d'injection, ça c'est une photo prise par les groupes d'autosupport, par une personne qui est membre du groupe d'autosupport sur un site d'injection où des personnes à chaque fois vendent aussi des seringues. Une personne vient vendre des seringues. On voit que ces seringues sont probablement des seringues réutilisées, qui ont été nettoyées, réutilisées. Il n'y a pas le beau joli petit sachet en plastique autour. Donc la qualité de ces seringues est complètement inconnue et pourquoi pas, est-ce que ça peut être une source de contamination au-delà évidemment de toutes les pratiques qu'on connaît liées à l'usage. Donc quelles sont les perspectives? Cette étude était vraiment une étude de faisabilité qui nous a aussi permis d'avoir une idée très claire sur l'intervention qu'on pourrait mettre en place pour réduire de façon drastique l'épidémie de VIH au sein de ce groupe à risque. Tous les critères de faisabilité ont été cochés très rapidement. On a un soutien très fort des autorités qui sont très intéressées par le projet, au niveau local, au niveau national évidemment. On a une plateforme de recherche opérationnelle, multidisciplinaire, tant sur le labo, les sciences sociales, le data management, etc., qui est très opérationnel. Un consortium qui marche très très bien. Donc la suite de cette histoire est vraiment nous avons soumis un projet à la fois au NIDA et à la NRS pour passer à l'échelle sur des milliers, cette fois d'usagers, non plus 600, mais sur des milliers d'usagers, et on en vise 4 à 5 000 sur iPhone sur 2-3 ans, pour avoir un impact majeur sur le dépistage VIH et le lien vers les centres de santé. Juste une dernière photo pour illustrer les difficultés à l'accès à la méthadone à iPhone. Vous avez par exemple sur cette photo plusieurs individus qui sont arrivés un peu tard devant le centre méthadone, qui cherchent leur dose, qui sont très angoissés parce que le centre est fermé et donc des soucis et on ne sait pas comment ça va se terminer, probablement au bord du rail de la ligne de chemin de fer de iPhone. Voilà, merci beaucoup. Juste des remerciements à toute l'équipe qui est listée ici, à la fois du Vietnam, de France, Paris, Montpellier et Nîmes, et les instituts du Vietnam et les groupes d'autosupport. Merci beaucoup. Merci, je ne te félicite pas pour une des diapositives, mais enfin, bon. Si vous avez une question, Jean. Bonjour, merci pour votre présentation très intéressante qui me donne envie d'aller voir sur place pour voir comment ça se passe dans votre recherche. J'ai deux questions. La première concernant un critère d'exclusion des patients qui injectent. Pourquoi pas accepter les patients qui ont qui a été récemment emprisonnés? Je vois dans l'un des critères d'exclusion. La deuxième question, d'après vous, vous et puis aussi Monsieur Don, quel est le facteur qui maintient la rétention des patients dans les groupes? Parce que vous avez un très bon résultat qu'au bout de 6 mois, 90% des groupes restent dans le groupe. Voilà, donc
c'est très curieux de savoir, est-ce que c'est la compétence des consuleurs, est-ce que c'est les coupons ou qu'est-ce qui les retient? Merci. Merci beaucoup. Donc, pour votre première question, je suis passé un petit peu vite sur les critères d'exclusion. En fait, le critère d'exclusion était de ne pas avoir été condamné récemment à une peine de prison future. Donc, on ne voulait pas simplement inclure des personnes dont on savait qu'ils allaient aller en prison dans les semaines à venir. Mais évidemment, on a pris beaucoup de personnes qui avaient déjà été emprisonnées ou dans des centres de réhabilitation auparavant. Après, les raisons du taux de succès dans l'étude longitudinale, bon, difficile à dire, on a chacun un peu notre opinion. Mon sentiment, c'est que quand on s'occupe des gens de façon attentive et de façon suivie, ben, ils viennent, tout simplement. Et je crois que le fait que les groupes d'autosupport soient en première ligne, ils peuvent réellement discuter de leurs problèmes au quotidien, de les aider au quotidien, de réduire leurs risques, d'évaluer leur état de santé. Et je crois que c'est simplement les activités menées par les groupes d'autosupport qui allaient au-delà des simples visites de suivi, avec effectivement du counseling, mais aussi d'autres choses plus simples. S'il fallait les emmener quelque part, ils les emmenaient. Mais c'est des choses qu'ils font aussi en dehors de la recherche. Et je crois que c'est simplement ça qui a vraiment fait la différence. Après, je pense que Don il veut rajouter quelque chose. Just one comment. The peer workers, as well as the Haiphong Medical University staff, worked very hard to make that follow-up as high as it was. There were weekly meetings where they would discuss follow-up issues, difficulties in getting people onto methadone, or difficulties in getting people onto ART. So it was really continuous work throughout the entire follow-up period. It wasn't simply tell people to come back in 4 weeks or six months. It was maintaining continuous contact, tracing people in the community. If they missed an appointment to come back for their follow-up, then someone would go out to their home and try to find them. It was really a tremendous amount of work by very dedicated and very skilled people. Merci. Juste rajouter qu'il y a des analyses qualitatives qui sont en cours et qui abordent ce sujet. Et donc, probablement bientôt, tu auras des réponses plus